Bonjour Alors, Marc. Bonjour. Marc Limbroso. Alors, donc, tu es à la fois un producteur de musique, éditeur de musique, et tu as été patron de maison de disques pendant assez longtemps. Oui. Donc, à l'endroit et à l'envers, c'est un métier que tu connais bien. Très bien. Mais on va commencer par ton enfance. Tu es né en Tunisie. Oui, je suis où à tu as Tunis. grandi jusqu'à l'adolescence. Alors, il y a un truc très particulier en Tunisie que tout le monde ne sait pas. C'est qu'à l'époque, le président de la République, Bourguiba, qui était un homme déjà très à part et très moderne, avait une amitié très solide avec James Brown. Et donc, quand on rentrait dans les magasins, il y avait souvent un poster et de Bourguiba et de James Brown. Mais James Brown était partout. En Tunisie, c'est-à-dire tout le monde connaissait les morceaux de James Brown par cœur. C'était l'artiste national. Ouais. Et donc, tu dirais que ça a influencé ton goût pour la musique ? Moi, non. Mais l'atmosphère en Tunisie, c'est vrai, était très propice à la joie et donc à la musique, quoi. La musique était un peu partout. Il y avait énormément de salles de spectacle, et à Tunis, et en dehors de Tunis, il y avait une petite banlieue où il y avait les plages, quoi. Il y avait beaucoup, et les artistes venaient beaucoup, toi. Moi, j'ai vu des artistes étonnants qui venaient des États-Unis ou d'Angleterre. C'était assez rare. Par exemple, qui ? Par exemple, la première artiste que je l'ai vue, c'était bizarre, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs encore, c'est ma grand-mère qui m'a emmené, notre grand-mère. Nous sommes cousins. Et c'était Bill Haley, qui était un pionnier du rock'n'roll. Vous regarderez qui est Bill Haley sur Internet. C'est les années 50, quoi. Et c'était plein craqué, et les gens dansaient dans la salle, c'était... pour moi, j'avais 5 ans. 5 ans ? Oui. T'es allé voir ce concert à 5 ans ? Ouais, avec notre grand-mère, je n'ai pas compris pourquoi elle était là. Et j'ai eu un choc, c'est vrai, de voir d'abord ce groupe de rock, parce que les musiciens ne se comportaient pas comme des musiciens classiques, mais ils sautaient en l'air, c'était le rock'n'roll, quoi, ils sautaient en l'air, ils montaient le saxophoniste pour faire son solo, son chorus, montait sur les épaules du contrebassiste. Enfin, j'ai encore des images très très précises qui m'ont beaucoup marqué, c'est vrai, dans ma vie, quoi. Ouais. D'où le fait que le premier disque que tu as acheté, qui était Tutti Frutti, n'était pas du tout la version d'Elvis Presley, mais celle de Little Richard. La première que j'ai écoutée, c'était celle d'Elvis Presley, mais j'avais l'habitude, parce que mon père m'avait appris à faire ça, à regarder toujours qui avait écrit les chansons sur les disques, et j'ai vu que c'était Little Richard, et je suis allé acheter la version de Little Richard. Et j'ai découvert Little Richard, qui est donc un chanteur absolument d'une sauvagerie absolument inouïe et un talent vocal absolument unique, puisqu'il a été le modèle. Ensuite, le premier nom qui me vient, c'est Paul McCartney, qui était un fan inconditionnel, mais aussi Elvis, qui reconnaissait que Little Richard était le plus grand des chanteurs. Et voilà, j'ai eu la chance de voir sur scène à Paris, à l'Olympia, il y a une petite dizaine d'années. Mais il ne chantait plus beaucoup. Et tu es arrivé à Paris à l'adolescence ? Je suis arrivé à Paris, j'avais 15 ans. Mais avant d'arriver à Paris, déjà, j'avais cette passion de la musique. J'ai passé mes journées seul dans ma chambre à écouter des disques. Et dans les années 60, il y a eu la mode des groupes à guitare. Et donc, comme beaucoup de copains de classe, j'ai acheté une guitare. Enfin, on m'a offert une guitare, notre grand-mère m'a offert une guitare. Enfin, pas de l'argent pour acheter une guitare en tout cas. Et donc, j'avais un groupe et c'était
notre passion, on ne faisait que ça de notre temps libre. C'était jouer de la guitare, former un groupe et se produire. Il y avait des concours pour les groupes et pour les chanteurs, etc. On allait tenter notre chance dans les concours. Et puis, quand il y avait des gens, enfin de ma famille en général, qui allaient en France, qui était pour moi le summum du pays où on pouvait trouver de la musique, on pouvait acheter des disques. En Tunisie, ils n'arrivaient pas forcément, les disques. Eh ben, je leur demandais toujours sur une petite liste, ramenez-moi ça, ramenez-moi ci, ramenez-moi ça. Et j'écoutais la radio la nuit, parce que la journée, on n'arrivait pas à capter les radios françaises, mais la nuit, on y arrivait. Et donc, la nuit, je m'endormais avec la radio jusqu'à 2h du matin pour écouter des émissions de musique. Donc, c'était une passion qui faisait rire ma famille, d'ailleurs. Et très tôt, je me suis intéressé pas seulement aux artistes, mais aux gens qui étaient derrière, aux producteurs de musique. Et je me suis intéressé à eux, je connaissais leurs noms, les endroits où ils travaillaient, etc. Et je me suis dit que c'est ce que je voulais faire. J'avais pas d'ambition d'être musicien ou artiste, mais plutôt d'être producteur de musique. Et donc, c'était des noms comme Ahmet Ertegun, qui était un immigré de Turquie, qui avait été arrivé en États-Unis avec son frère et qui avait monté une société, un label qui s'appelait Atlantic Records, donc qui était le label de la musique de rhythm and blues, de la soul. Mais il y en avait d'autres aussi. Il y en avait un qui s'appelait Arich Mardin. Il n'était pas plus américain d'ailleurs et donc c'est vrai que tunisien, de savoir qu'on peut réussir de la musique en venant de Turquie ou venant d'ailleurs, etc., c'était très stimulant, quoi, aussi. C'est-à-dire de se dire que la musique, en réalité, c'est une banalité de dire qu'elle n'a pas de frontières. Mais les talents peuvent venir de n'importe où. Et les talents et les gens qui sont derrière les talents, enfin, en tout cas, qui travaillent avec eux, quoi. Donc c'est vrai que cette passion m'a pris très 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 jeune, et puis sur les murs de ma chambre, j'avais autant des chanteurs que de portraits de producteurs de musique. Il y avait un producteur qui a mal tourné, qui s'appelle Phil Spector. J'avais fait ses photos sur les murs de ma chambre. Et mes parents ne comprenaient absolument pas, ni les membres de la famille en général, pourquoi j'étais tout le temps avec tous ces chanteurs, etc. Parce qu'il y en avait que je ne connaissais même pas. Mais dès que je ne connaissais pas leur musique, pour moi, dès que quelqu'un était un chanteur, c'était quelqu'un qui méritait le respect que j'admirais. Voilà, il suffisait de chanter ou de jouer d'un instrument de musique, quoi. Voilà, donc ça a été, depuis le tout jeune âge, c'est ce que j'ai voulu faire. Travailler dans la musique et travailler avec des créateurs, quoi. Voilà. Néanmoins, après ton bac, tu as cru pendant 5 minutes que tu allais préférer le droit. Non, enfin, après mon bac, j'avais pas beaucoup d'alternatives d'études, puisque j'avais fait ce qu'on appelait à l'époque un bac littéraire. Et donc, le droit, c'était possible. Donc, j'ai commencé à faire du droit. Mais le souvenir que j'ai du droit, c'est que quand j'étais à faculté, j'étais assis à côté d'un garçon, dont je me rappelle encore le nom, et à qui j'ai dit, mais regarde-moi bien, moi, parce que moi, tu vas pas me voir très longtemps. Dès que je peux travailler dans la musique, je m'en vais, je meurs d'ici, etc. Et en fait, j'ai eu une chance absolument inouïe, c'est que mon meilleur ami en Tunisie, avec lequel je partageais cette passion de la musique, son frère travaillait en France dans la musique déjà, et lui envoyait des disques. Et son frère, un jour, était venu en Tunisie, nous avait vus tous les deux passionnés de musique, et nous avait dit, ben, vous deux, quand vous aurez fait vos études, je vous engage. Et la chance de ma vie, si on peut dire, parce que c'est à la fois un drame, c'est que ce meilleur ami est mort d'un accident de voiture en Tunisie, et cette phrase de son frère m'était restée dans la tête, et je suis allé voir son frère quand je commençais mes études, au bout de 3 mois,
Et je lui dis, est-ce que tu te souviens de ce que tu nous as dit? Il m'a dit, oui, tu démarres dans un mois. Et j'ai commencé à travailler dans l'édition musicale, qui est un métier tout à fait à part dans les métiers de la musique, parce que c'est une profession qui s'intéresse surtout à ce qui a toujours été ma passion, aux chansons plutôt qu'aux chanteurs. C'est-à-dire qu'on travaille avec des auteurs, avec des compositeurs qui écrivent pour des interprètes. Donc on rentre dans le cœur de l'écriture des chansons, aussi bien des textes donc, que des musiques, que des arrangements. Et c'était passionnant parce que les chansons vivent beaucoup plus longtemps que les chanteurs. On oublie des fois le nom des chanteurs, mais on se souvient des chansons, quoi. Donc moi, c'est vrai que c'est ce qui me passionnait. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et mon travail, c'est une espèce de représentant de commerce, comme ça. C'est-à-dire que les compositeurs faisaient des chansons, et moi j'allais voir dans les maisons de disques des directeurs artistiques qui s'occupaient d'artistes qui étaient uniquement interprètes, qui n'écrivaient pas, pour leur proposer de chanter les chansons de mes auteurs et de mes compositeurs. Voilà. Ça s'appelait placeur de chansons, on place des chansons. On les place auprès de... Bon. Et c'est un métier qui existe toujours, on est d'accord? C'est un métier qui existe toujours, qui est toujours aussi ingrat d'ailleurs, mais à l'époque, il y avait énormément d'interprètes. Et maintenant, il y a beaucoup plus d'auteurs-compositeurs, et heureusement d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'était mon chemin pour les premières années de ma vie professionnelle. Donc là, tu es resté 5 ans, c'est ça, chez Vogue? Tu es devenu patron? Parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Au bout d'un moment, je suis parti, j'ai donné ma démission, et puis ils m'ont rappelé pour que je devienne patron, oui. Et c'était pas assez bien, t'en as eu marre, et tu t'es dit, je vais monter ma propre boîte. Non, enfin, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est que Vogue n'allait pas très bien, et ils étaient en fait au bord de vendre la société. Et moi, j'avais rencontré, avant d'entrer chez Vogue, parce que j'ai pas travaillé, j'avais pas de métier vraiment salarié pendant près d'1 an, entre le moment où j'ai démissionné et le moment où ils m'ont demandé de revenir. Et là, j'ai rencontré complètement par hasard un chanteur dont j'adorais les chansons, qui était sollicité par personne, qui avait arrêté de faire de la musique, enfin pas de la musique, mais de vouloir chanter, et c'était Jean-Jacques Goldman. Donc on a commencé à travailler ensemble. Est-ce que ça vous parle, Jean-Jacques Goldman? Oui. Les moineaux, les pigeons? Et voilà, et donc on s'entendait très très bien. Il faisait des chansons, parce que je continuais ma profession de placeur de chansons, je lui demandais des chansons pour les autres. Et personne n'en voulait. Donc ça a duré 2 ans et demi. Et voilà, personne n'en voulait. Moi, j'avais pas 1 centime. Je vivais dans un studio d'enregistrement. J'avais pas de quoi avoir un ticket de métro, quoi. J'étais vraiment... Et donc, je me suis dit, pour m'en sortir, je disais à Jean-Jacques, et si tu chantais, toi, parce que tu chantes très bien, peut-être que c'est mieux que toi qui chantes tes chansons, parce que personne n'en veut. Et je l'ai convaincu de le faire, et il m'a fallu trouver une maison de disques qui veuille le signer. Ça a pris 2 ans, parce que personne n'en voulait. Mais ça, c'est un grand classique, c'est-à-dire que dès qu'il y a un artiste qui ne ressemble pas aux autres, il fait peur aux grandes sociétés de disques. Parce que l'idée, toujours, la grande phrase, c'est « Ah non, mais c'est pas ce que les radios veulent aujourd'hui. » Alors, on a beau leur dire que c'est pour demain, mais c'est comme ça qu'ils réagissent. Et Jean-Jacques, ça a pris un certain temps, effectivement, avant que ça marche, quoi. Avant que ça marche, ça marchait vite, mais avant que ça sorte, qu'il trouve un label, qui était le label CBS à l'époque, qui est devenu Sony ensuite. Et qu'est-ce que vous faisiez tous les deux pendant ces 2 ans et demi à attendre? Eh ben... Non mais c'est vachement difficile d'y croire pendant 2 ans et demi, non? J'ai jamais douté, franchement. Et lui non plus? Lui, c'était, je m'en fiche. Si tu trouves un label, très bien, mais si tu ne trouves pas, il travaillait dans un magasin de sport avec son frère, qui avait monté son père, et il faisait des chansons, toujours, de toute façon, ça ne l'empêchait pas de faire des chansons.
voilà, il n'avait pas... C'est pas un chanteur un peu comme les autres, dans le sens où être connu, ça lui était totalement indifférence. Voilà, au contraire, bon, c'était plus pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs, quand ça commençait à marcher, il s'est mis en retrait. Il n'a jamais voulu faire les couvertures de journaux et toutes les émissions de télévision du monde, etc. C'était le strict nécessaire, parce qu'il avait réalisé très vite que le végétariat, ça monte à la tête des artistes, quoi. Ils pensent qu'ils font... Parce qu'ils sont connus. Je ne sais pas parce qu'on est connu qu'on fait quelque chose de bien dans la vie, quoi. Donc les chanteurs, c'est quand même pas une chose très importante dans la société et sur la planète. Donc Jean-Jacques a été très conscient de ça. Et donc il avait toujours eu beaucoup de recul. Et ce qui a fait que notre relation a duré, parce que moi aussi, j'étais pas très showbiz, comme on dit. J'aimais pas trop tout le clinquant, tout ça. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était la musique, les chansons. Hein. Et pardon de cette petite parenthèse, mais le fait qu'il ait eu un frère très politisé qui a été abattu par les flics, ça a peut-être aussi joué dans le fait qu'il n'ait pas eu envie d'être trop visible, non? Pas du tout? Non, je crois pas, non. Non. Bon. Enfin, en tout cas, donc ça cartonne. Et à ce moment-là, la maison de disques Polydor t'appelle. Voilà, c'est ça. La maison de disques. En fait, parce que avec Jean-Jacques, on faisait un album par an à peu près. Donc le reste du temps, moi j'essayais de trouver d'autres artistes, de travailler, etc. Mais c'est pas évident de trouver des artistes de talent. Et puis la maison Polydor m'a demandé si je voulais être directeur artistique, qui était pas, c'était un petit job, quoi, mais que j'ai accepté parce que je me suis dit ça va m'occuper, et en même temps ça m'intéresse de travailler avec des artistes nouveaux ou même des artistes anciens, puisqu'il y avait des artistes aussi très anciens chez Polydor. Polydor, à ce moment-là, c'était une maison de disques qui était pas très cotée. Le gimmick, c'était Polydor, la maison qui dort. Et donc je suis rentré en me disant je vais essayer de signer des artistes. J'ai commencé à faire ça pendant assez peu de temps, je dois dire, parce que au bout de quelques mois, on m'a demandé d'être président de Polydor. Parce que mon président, celui qui était là, avait des ambitions, il voulait partir aux États-Unis, etc. Donc il a fallu le remplacer. Mais ça a été très rapide, quoi. Je suis resté 6 mois comme ça. Et là, j'étais patron de Polydor. Mais un patron peut-être un peu particulier par rapport aux autres, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de diriger des équipes du marketing et de la promo, qui sont les forces vives, que l'on peut dire, dans la vente de la musique. Mais c'est toujours les artistes. Donc c'est vrai que je devais être à peu près le seul président de maison de disques à signer les artistes. Aucun artiste ne signait chez Polydor. Enfin, la plupart du temps, c'est moi qui le signais. Sinon, il fallait que je donne mon accord, il fallait que ça me plaise, il fallait que les artistes, je m'entende bien avec eux. Et comme ça, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de signatures, et paradoxalement, beaucoup de signatures d'artistes, un peu sur le modèle de Jean-Jacques Goldman, dont personne ne voulait. Et dans les 3-4 premiers jours, on m'a fait écouter une chanson d'une chanteuse qui avait 14 ans et demi. Personne n'en voulait, parce qu'elle avait 14 ans et demi, je suppose, mais personne n'avait demandé à la rencontrer même. Moi, la chanson m'a énormément plu, j'ai demandé à rencontrer la chanteuse, c'était Vanessa Paradis, et c'était Joe le Taxi, qui a été un succès pratiquement planétaire, quoi, à l'exception des États-Unis, mais ça a été numéro 1 en Angleterre, enfin, en français, ça n'existait pas, quoi, jusque-là. Et donc c'était très encourageant. Et j'ai signé, la même semaine d'ailleurs, une chanteuse qui s'appelle, je ne sais pas si elle est plus très membre de l'actualité, mais qui s'appelle Patricia Cass. J'ai travaillé avec Eddie Mitchell, avec Maxime Le Forestier, j'ai signé une chanteuse exceptionnelle qui s'appelait Morane, avec laquelle je suis resté très, très proche toute ma vie d'ailleurs. MC Solar.
Et je travaillais sur la carrière de Mylène Farmer, que je n'ai pas signée, mais qui était là avant moi. Mais on était très proches, je travaillais avec elle sur ses enregistrements. Et voilà, et peut-être un peu différemment des autres présidents de maisons de disques, comme moi j'étais avant tout dans la musique, j'étais réalisateur, c'est-à-dire j'allais en studio avec mes artistes, avec Jean-Jacques en tout cas surtout. Donc c'est vrai que quand des artistes que j'avais chez Polydor enregistraient, j'allais au studio avec eux et il m'arrivait de leur dire oui mais là tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais mettre le couplet plus court et le refrain plus long ou le contraire. Et ça me permettait de continuer à vivre ma passion plutôt que d'être là au dernier étage d'un immeuble et de diriger des équipes. Ce qui m'intéressait pas du tout, quoi. Moi, ça a toujours été d'abord la musique, c'est tout. Et ça allait rester, voilà. Et au bout de quelques années, ça, sans doute trop facile, tu décides de monter un label de musique. Voilà. Comme ça marchait très très bien à Polydor, c'est peut-être le label qui marchait le mieux en France, voilà. On me propose, parce que Polydor faisait partie d'un groupe qui s'appelait Polygram, qui est devenu Universal par la suite. Donc on m'a demandé de devenir présidente de ce groupe. Et je me suis dit, à part l'argent qui va avec et la réputation peut-être, mais je vais commencer, je vais plus avoir le temps de m'occuper de musique, je vais m'occuper de patrons de maisons de disques qui vont me reporter. Ça ne m'intéresse pas. Donc je leur ai dit, moi ce que je préfère, c'est redémarrer de zéro, faire un nouveau label, et on fait ça 50-50. Quand je me suis dit, si ça marche, je vais pouvoir gagner ma vie. Ils ont accepté. Vanessa Paradis a voulu me suivre dans ce nouveau label. Et puis, c'est là que j'ai travaillé avec Sophie. Ça s'appelait un label qui s'appelait Remarque, que j'ai appelé Remarque avec un K, parce que je vivais ça comme un nouveau Marque. Voilà. Et avec des envies d'international. Ton objectif, c'était de développer des artistes, enfin, des carrières d'artistes qui aillent un petit peu plus loin. Si c'était possible, en tout cas, avec Vanessa, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que comme Joe le Taxi avait été numéro 1 et qu'ensuite, c'est tout en français, donc ça ne passait pas, traversait pas les frontières, je me suis dit, elle a un potentiel à l'étranger, il faut qu'on fasse un disque en anglais avec elle, avec un grand compositeur. Vanessa aurait souhaité Prince, mais je me suis dit qu'avec Prince, sa réputation est un peu compliquée, peut-être que c'est pas la meilleure idée, et c'est Sophie qui a eu l'idée de Lenny Kravitz. Bonne idée. Et donc on a fait un album avec Lenny Kravitz qui a été un album qui a battu des records de vente dans le monde, quoi. Ouais. Et au bout de 3-4 ans, t'en as eu marre à nouveau. Tu te lasses très vite. C'est pas que je me lasse, c'est que je veux me fixer des challenges chaque fois. Je veux pas m'installer dans ce confort, soi-disant confort. Donc je voulais, et puis on m'a proposé quelque chose que je pouvais pas refuser, c'est de diriger une société de disques, Polydor d'ailleurs, en Angleterre. Et là, je me suis dit, l'Angleterre, c'est la Mecque, quoi. C'est là où les artistes les plus créatifs viennent depuis 20 ans. Et donc, j'ai travaillé pendant 3 ans, j'ai dirigé Polydor en Angleterre. C'était passionnant, c'était complètement différent de la façon de travailler. Mesure? Qu'est-ce qui est différent? Tout était plus... D'abord, les artistes, pour la plupart, c'était pas des artistes solos, c'était des groupes. Ensuite, il y avait des intermédiaires qui s'appellent des managers. C'est eux qui parlaient au nom des artistes qu'ils représentaient. Et puis les contrats se signaient très très vite parce qu'il y avait beaucoup de concurrence. C'était très vivant comme industrie, si on peut dire. Donc c'était des années passionnantes. Et voilà. Bon, et là, je signais moins parce que c'était pas mon territoire. Enfin, j'ai quand même signé. C'est gros marché, mais j'apprenais surtout
parce qu'en fait, mon but dans la vie, après, c'était de diriger un label américain. Et de partir vivre à New York. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que Polygram a été vendu. Et que donc, j'ai dû partir, quoi. Voilà. Et donc, tu es rentré en France. Et là, tu es devenu patron de EMI France, Belgique, c'est ça, Hollande, oui, c'est ça. Ouais. EMI était vraiment, ça marchait plus du tout, c'était dans le trou complet, et c'était quand même un énorme catalogue. C'est-à-dire que le catalogue, c'est tous les disques des artistes qui étaient chez EMI depuis. C'était une boîte très très ancienne. Donc, ça allait des vieux chanteurs français, d'Edith Piaf, aux Beatles. Donc, il y avait ce répertoire qui était inouï, quoi. Mais il n'y avait pas de nouveaux artistes. Donc là, je me suis mis... j'étais président, mais je faisais toujours l'artistique. Donc, je me suis mis à vouloir signer des nouveaux artistes. Et le premier artiste que j'ai signé, c'est un artiste qui faisait de la musique instrumentale, un peu jazzy comme ça, mais moi qui me plaisait beaucoup, qui s'appelait Saint-Germain. Et ça a eu un succès... on a vendu 3,5 millions de disques dans le monde, c'était même dans les top 10 aux États-Unis. Et après ça, j'ai signé Diams, j'ai signé Raphaël, j'ai signé une chanteuse qui s'appelle Kerenan. Ça vous parle ? Ouais. Et puis... Diams, c'était déjà La Boulette ? Pardon ? C'était déjà La Boulette, oui. Le premier album, ouais. Et c'est drôle parce que Diams, d'ailleurs, j'ai signé pratiquement sans l'entendre. J'avais entendu une fois une chanson d'un morceau d'elle que je trouvais bien. Et je l'ai rencontrée, on s'est parlé pendant 2 heures, je l'ai trouvée brillante et j'ai décidé de la signer. Et là, j'avais pas mal de copains qui étaient grands spécialistes de rap sur la place de Paris, qui m'appelaient en me disant « Mais t'es complètement cinglé de signer une rappeuse, tu sais pas que les rappeurs sont misogynes, jamais ils achèteront une rappeuse. » Je dis « Ah bon, j'ai pas pensé à ça. » Et heureusement, parce que ça a marché. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai signé peut-être plus de femmes que de chanteuses que de chanteurs, ouais. Et pourquoi tu as signé sans écouter ou presque ? Parce que... Comment tu as l'intuition que ça va être bien quand même ? Parce que j'ai discuté avec elle pendant 2 heures et qu'elle m'a fasciné. À ce point-là ? Oui. Elle m'a raconté sa vie, la vie de sa famille. C'était des migrants, sa mère venait de Chypre. Ce que faisait sa mère comme travail, etc. Enfin, je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit, elle a une vie intérieure très forte. Et elle a des choses à dire. Donc, il faut tenter le coup, quoi. Voilà. Mais c'est m'est arrivé avec une autre chanteuse. Alors ça, c'était plus étrange. C'était Morane. Un copain qui était manager me l'a présenté. J'avais passé aussi 2 heures à prendre un petit déjeuner avec elle. Et puis, je suis rentré au bureau. J'ai dit, j'étais patron de Polydor. À ce moment-là, j'aurais dit, bon, il faut la signer, elle. Et je me suis rendu compte 2 mois après, en l'écoutant à la radio, parce qu'elle a déjà fait un disque, mais qui n'avait pas marché, que je n'avais jamais écouté. Ça vous voit. Et je me suis dit, merde, alors, elle fait du jazz. J'ai eu très peur. Et puis après, on est devenus très proches. Enfin, on s'est beaucoup disputés, mais on est très, très proches quand même. Et puis, c'était pour moi, une des plus grandes chanteuses avec lesquelles j'ai jamais travaillé, quoi. C'était peut-être... Voilà, bref. Et ce qui est drôle, enfin drôle et en même temps triste, c'est que j'ai fait avec elle au fond son vrai premier album. Et puis, il y a 3 ans, elle m'a appelé pour que je l'aide à réaliser ce qui a été son ultime album, en fait, qui était un hommage à Jacques Brel. Et ça faisait du sens, parce que elle est belge, comme Brel, naturellement. Et voilà, c'était... Bon, quand elle est morte, voilà, c'était... On peut dire c'était curieux, quoi, d'avoir fait son premier album, et puis le dernier aussi. Et donc, chez EMI, t'es resté patron combien de temps ? Pas très longtemps, 3 ans. Parce qu'en fait, EMI est rentré en bourse. Et donc, mes patrons, là, ils ont commencé à me casser un peu la tête, à me dire... il faut faire des économies, il faut fermer l'usine. J'ai passé 1 an et demi
a viré 195 personnes, ce qui était vraiment horrible, à parler avec les syndicats et tout ça. Et tous les artistes dont je vous ai parlé, les Diams, etc., je les ai signés pendant les 9 premiers mois. Et après, je ne faisais que discuter avec les syndicats et fermer les usines et trouver... en fermant l'usine, il n'était pas question que les gens soient à la rue, donc il fallait trouver un repreneur pour l'usine, mais aussi pour le personnel. Et ça a pris du temps aussi. Et au bout d'un moment, voilà, j'en avais assez, je suis parti. Ouais. Et tu es parti faire quoi? Je suis parti. Il y avait pas mal de maisons de disques qui m'ont proposé de prendre la direction en France, quoi. Mais encore une fois, c'est pas ce qui m'intéressait. Mais j'avais un ami qui travaillait chez Warner, en Angleterre, et qui m'a proposé de remonter ce que j'avais fait avec Remarque, c'est-à-dire un label associé, une société associée. Donc c'est ce qu'on a fait. On était 2 ou 3 pour commencer chez Warner. Et j'ai eu de la chance, c'est-à-dire le premier truc que j'ai signé, c'était une musique de film dont personne ne voulait encore. Le film sortait 2 mois après et ils n'avaient pas trouvé un label pour pouvoir sortir le disque. C'était la musique du film Les Choristes. Vous connaissez ce film? Non. Les Choristes, bon, c'est un film sur de jeunes adolescents dans un truc un peu religieux. Et donc c'est des chœurs, c'est que des chœurs, et ça a cartonné. On a vendu 3 millions d'albums. 3 millions d'albums, c'était énorme. C'est colossal. Non, elle n'a pas vu Les Choristes, elle n'a pas vu. Il passe à la télé de temps en temps encore. C'est pas un grand film, en vérité. Moi, je signais sans voir le film. J'ai vu une bande-annonce de 20 secondes. Et j'ai entendu une chanson, j'ai vu que c'était un film sur la musique. Et je me suis dit, il faut le signer, quoi. Voilà. Il y avait un très joli jeune premier, d'ailleurs, qui chantait très bien. Oui, j'ai oublié comment il s'appelait. J'ai oublié. Donc ça a duré encore 3-4 ans, c'est ça? C'est ton cycle, hein, 3-4 ans, et après on change. Voilà. Et alors après on fait quoi? Eh bien, après Warner, que j'ai fait encore, je crois que je me suis installé à mon compte. Tu as recommencé tes éditions? J'ai recommencé, Remarque, le label, voilà, et je me suis remis à faire mon métier de départ de l'édition musicale, mais c'était plus vraiment pour placer des chansons à des interprètes et des auteurs-compositeurs, mais c'était signer des interprètes, auteurs-compositeurs eux-mêmes. Et c'est ce que je continue à faire, et puis avec la production de temps en temps. Voilà. Enfin, tu ne dis pas que tu as quand même signé, en faisant ça, tu as signé Christine and the Queens. Ah oui, Christine and the Queens. Oui. Ah oui. Voilà. Et c'était pareil, Christine and the Queens, on a mis 3 ans à lui trouver un label, parce que j'étais juste éditeur, elle voulait être dans une grande maison de disques, et personne n'en voulait, parce que tout le monde me disait, elle est complètement folle, ça ne marchera jamais. Je ne sais pas si elle était folle ou pas, mais ce que je sais, c'est qu'elle a eu du talent. Donc on s'est accroché, et à la fin, il y a eu un label qui a voulu la signer, et c'est parti très vite. Et ça a été aussi un succès mondial, aux États-Unis, en Angleterre, enfin un peu partout dans le monde. D'ailleurs, elle marche mieux aujourd'hui dans les pays anglo-saxons qu'en France, ce qui est quand même exceptionnel. Oui. Oui. Là, elle sort un album en anglais, et ça commence à marcher en Angleterre. Enfin, ça commence à beaucoup buzzer, en tout cas, en Angleterre, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, le métier est du coup assez différent, puisque c'est plus des chansons, mais c'est des individus. Auteurs-compositeurs. Ah oui, beaucoup ça, oui. Oui, le métier est très différent. D'abord, passe par la topographie, oui, des chanteurs, c'est plus tout à fait la même chose. Et puis surtout, parce que avec l'évolution technique qu'il y a eu toutes ces années-là, un artiste aujourd'hui, s'il a un peu de matériel chez lui ou chez un copain, il peut faire ses enregistrements tout seul.
Et puis ensuite, il peut faire un clip tout seul, même avec un téléphone, et le mettre sur YouTube. Et il peut mettre sa musique sur Spotify ou Deezer tout seul aussi. Donc, les artistes sont devenus beaucoup plus autonomes, ils ont moins besoin des maisons de disques. Les maisons de disques ont plus de... Avant, c'était des financiers qui payaient les clips, qui mettaient les disques dans les magasins. Donc, il fallait des représentants, il fallait envoyer les disques. C'était vraiment... bon, là, maintenant, avec le digital, n'importe qui peut faire ses propres enregistrements, se faire connaître à travers tous les réseaux sociaux, plus l'Instagram, etc., et puis TikTok, et avoir un début de notoriété. Et ensuite, les maisons de disques viennent les chercher pour faire un seul travail, c'est le travail de distribution digitale, à une grande échelle, quoi. Avec un peu de marketing quand même, ils mettent un peu d'argent ou... Alors oui, ils mettent de l'argent, mais c'est de l'argent qui est retenu sur les royalties des artistes, parce que les artistes, un artiste qui débutait dans les années 70, il avait en pourcentage, disons, 9%. Un artiste qui se produit et qui signe avec une maison de disques avec des enregistrements que lui a fabriqués, il a 85%. Donc, la maison de disques, elle paye le marketing, mais c'est retenu sur les royalties de l'artiste. Et la première artiste qui a cartonné, les deux premiers, c'est Stromae et Angèle. C'était les premiers exemples. Parce que Stromae, il avait fait son clip chez lui d'Alors on danse. Toutes les maisons de disques voulaient le signer. Donc plutôt que de signer comme un artiste avec une petite royalty, il avait déjà sa notoriété, il avait déjà fait 1 million de vues ou 2 millions de vues sur YouTube, il a fait ce qu'on appelle un contrat de distribution, c'est-à-dire que la maison de disques ne fait qu'un seul travail, vendre. On ne lui demande pas de payer le marketing, la promo, etc. S'il le paye, c'est retenu sur les royalties de l'artiste. Je ne sais pas si c'est clair, quoi, mais... c'est la rémunération de l'artiste, ils ont des pourcentages sur les ventes, quoi, et sur l'exploitation en général des disques, que ce soit la vente ou la location, ou bien les passages sur YouTube ou sur Spotify, etc., quoi. Donc aujourd'hui, et depuis quelques années, il y a eu une émergence énorme d'artistes, beaucoup d'artistes rap, parce que c'est une musique qu'on peut fabriquer chez soi, on n'a pas besoin de musiciens, et ces artistes, ils sont totalement autonomes. Le dernier exemple, là, qui est très très récent, c'est Orelsan, qui était signé dans une maison de disques. Son contrat est terminé, il a quitté cette maison de disques, et maintenant, il est son propre producteur. Et il a signé avec Sony, qui va faire une chose simplement, c'est vendre le digital et le physique. Parce qu'Orelsan, il y a encore pas mal de physique. Mais il n'attend pas autre chose. Ça pourrait être une maison de disque ou une autre, ce serait à peu près pareil. La seule différence pour lui, c'est savoir s'il s'entend bien avec les gens et combien on lui donne d'argent à la signature. Voilà. Donc, il a signé pour une somme colossale. C'est plusieurs millions d'euros. Et c'est le nouveau modèle. C'est comme ça que ça va se passer. Le jour où Angèle termine son contrat, elle sera, encore une fois, totalement autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un directeur artistique qui va venir lui dire « Ouais, mais le refrain, là, il n'est pas très bien, tu devrais changer, etc. » Ils font tout eux-mêmes, comme ils le souhaitent. Et donc, ils sont autonomes sur le plan artistique, d'abord, financier ensuite. Donc c'est vrai que ça a beaucoup libéré aujourd'hui la créativité. Voilà. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, le métier d'éditeur là-dedans, il devient quoi, lui ? Alors, ça reproduit le même modèle. C'est-à-dire que les éditeurs aujourd'hui, la plupart, c'est pas ce que je fais moi, mais la plupart ce qu'ils font, les autres, ils gèrent les droits d'auteur. C'est-à-dire qu'ils prennent un petit pourcentage sur les revenus de droits d'auteur qui sont générés par la radio, la scène,
un peu YouTube aussi et tout ça. Et ils ne font que gérer ça. Mais ils ne sont pas propriétaires des chansons. Ce sont les artistes qui sont eux-mêmes propriétaires de leurs chansons aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune raison de le donner à quelqu'un d'autre. Ils peuvent très bien tout le faire eux-mêmes, comme ils font la production. Donc les éditeurs aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle de la gestion. C'est-à-dire s'occuper de faire en sorte que les chansons elles soient déposées dans les sociétés de droits d'auteur, à la SACEM en France ou dans d'autres pays, et s'assurer que les sommes d'où elles sont générées soient payées et soient récupérées, soient payées aux auteurs, aux compositeurs. Donc c'est vraiment un travail technique, c'est plus du tout comme avant un travail de participation artistique, etc. C'est vraiment de la gestion administrative, quoi. Donc moi ça ne m'intéresse pas, donc je continue moi à faire ce que je fais, c'est-à-dire à vouloir signer des artistes et travailler avec eux. Voilà. Et tout le monde n'est pas rappeur malgré tout, même si c'est 80% du marché. Donc du coup, est-ce que pour les autres genres musicaux, il y a un intérêt encore à être dans une maison de disques ou chez un éditeur, ou pas du tout? Ah bah oui, alors pour certains artistes, c'est vrai, parce qu'un artiste dit pop, quoi, il a besoin de faire des... Clara Luciani, par exemple, elle fait des clips qui peuvent valoir 200 ou 300 000 euros. Là, il vaut mieux qu'elle ait quelqu'un d'autre qui paye qu'elle. Donc, elle a un contrat un peu à l'ancienne. Dès que son contrat sera terminé, c'est fini, elle va se mettre à son compte. Hein. Mais pour l'enregistrement des albums aujourd'hui, s'il y a des musiciens, les coûts des enregistrements ont beaucoup baissé quand même. Aussi. Oui. Donc, t'encourages plutôt... Les studios sont moins chers, les musiciens... On prend moins de musiciens parce que les batteurs, c'est pas la peine de prendre un batteur aujourd'hui pour faire un son. On n'a qu'à programmer tout ça. Donc c'est vrai que les enregistrements coûtent moins cher. Ce qui coûte cher éventuellement encore, c'est les clips. C'est vrai je connais pas les détails, mais je sais que dans le cas de Clara Luciani, ces clips coûtent une fortune, quoi. Et c'est pareil pour d'autres artistes pop comme ça, que ce soit Vianney ou que ce soit, j'en sais rien, Amir, enfin, tous les chanteurs qui font encore une musique qui n'est pas du rap, mais donc c'est la musique variété, quoi. Voilà, variété française. Et dans un cas comme dans l'autre, il y a quand même toute la partie investissement, marketing, promo, machin, tout ça. On peut tout faire tout seul aujourd'hui? Si on a la notoriété, on peut le faire. Si on l'a pas, on l'acquiert, comme je disais tout à l'heure, par la promotion digitale. Et après, on trouve un label qui va payer pour vous. Parce que comme il aura la preuve que vous, tout seul, vous avez généré 1 million de streams sur les plateformes et 2 millions de vues sur YouTube, etc., ils se disent que le risque, il est quand même moindre que de démarrer de zéro, quoi. Il a déjà, l'artiste en question, il a déjà des fans, quoi. Il a déjà une notoriété. Donc c'est un autre modèle complètement, quoi. Voilà. Aujourd'hui, les maisons de disques deviennent ce qu'on appelle des distributeurs, alors qu'avant c'était des producteurs. Les producteurs, aujourd'hui, c'est les artistes eux-mêmes, pour la plupart. Et ceux qui ne le sont pas aujourd'hui, le seront demain. Parce que c'est l'évidence économique pour un artiste, quoi. À un moment donné, il n'a plus besoin qu'on lui finance ses enregistrements, parce que comme il sait que ça marche, il peut les financer lui-même et avoir des revenus beaucoup plus importants que s'il travaille pour une maison de disques qui va lui donner un pourcentage comme ça, tout seul, il va avoir ça, quoi. Alors, qui veut attaquer les questions? Je voulais demander, vous vous basez sur quoi, par exemple, quand vous devez, comment dire ça, signer, ouais. Oui. Vous basez sur quoi? Sur l'artiste, sur la musique?
C'est un ensemble. C'est une personnalité et les chansons. Elle, c'est vrai que c'était beaucoup sa personnalité au départ. Christiane de Queens. Hein, parce que très vite, on est allé la voir sur scène. Elle faisait des tout petits concerts avec des salles de 80 personnes. Hein, mais elle dansait hyper bien, elle chantait très bien, et elle avait la volonté de réussir. C'était une bosseuse, quoi. Elle travaillait énormément, elle faisait, elle refaisait les morceaux, etc., jusqu'au moment où ça lui plaisait et ça nous plaisait aussi. Donc, chaque fois, c'est différent, parce que les individus sont tous différents, de toute façon. Donc, il n'y a pas un modèle unique. Il n'y a pas de critères. Le critère, c'est il faut que ça me plaise. Bon, c'est ça, en tout cas. Moi, il faut que ça me plaise. C'est que l'artiste ne lâche pas prise. Et que l'artiste, oui, ait de l'ambition pour lui, mais pas une ambition de gagner du fric et de devenir riche, quoi. C'est de faire connaître son travail, de faire connaître sa musique. Voilà. Bonjour. Je voulais savoir, je me permets de tutoyer, est-ce que le fait d'être aussi dans l'artistique, du coup dans le fait de composer la musique, dans le studio directement, ça a permis d'être aussi meilleur dans la direction des équipes, etc. En fait, cette polyvalence-là, est-ce que ça a été utile et en quoi? Moi, ça a été très très utile, parce qu'en fait, quand on a travaillé dans un studio, et qu'on a fait des albums, etc., on sait comment ça se fait, comment ça se fabrique, si on peut dire. Et donc, quand il y a un artiste qui vous fait écouter quelque chose, je pouvais lui dire, oui, à mon avis, là, il y a trop de réverb, là, on n'entend pas assez la guitare avant le refrain, etc. Et c'était un langage qu'il comprenait. Voilà, donc oui, c'était très utile. Moi, la génération avant moi, c'était des patrons qui auraient pu travailler dans l'industrie automobile. Ils étaient là pour gérer des boîtes et gérer financièrement. Leur seul sujet, c'est le profit. Il faut augmenter le profit chaque année parce que c'est des multinationales pour la plupart et c'est ce qu'ils demandaient à leurs patrons, quoi. Donc les patrons en question, ils engageaient des directeurs artistiques pour signer des artistes, mais eux, ils n'étaient pas du tout dans l'artistique, quoi. Pas du tout. C'est arrivé après, et ça a commencé avec les premiers, c'était les Américains, où il y avait des patrons qui étaient artistiques, comme tout à l'heure j'ai parlé d'Abed Ertegun, mais il y avait d'autres exemples. Il y avait un garçon qui s'appelle David Geffen, et il y a eu une nouvelle génération de gens qui connaissaient la musique, qui venaient de la musique, qui étaient des amoureux de la musique et qui sont devenus des patrons de maisons de disques. Et qui attiraient les artistes là-dessus aussi. Parce que les artistes savaient qu'ils allaient comprendre leur musique, ceux-là. On ne va pas leur dire changez ci, changez ça, parce que en ce moment, la radio, ils préfèrent ci, ils préfèrent ça, quoi. On prend les gens tels qu'ils sont. Mais il y a eu, même aux États-Unis, des choses qui se sont passées où les artistes ont beaucoup souffert, parce que je regardais un documentaire à la télé il n'y a pas longtemps, un chanteur américain qui s'appelle Leonard Cohen, qui a fait la plus grande chanson, elle s'appelle Alléluia, et il disait, quand il a amené sa maison de disques, l'album avec Alléluia, ils lui ont dit, non, on ne le sort pas, je regrette, on le sort, ça ne peut pas marcher, ça. Donc il a fallu qu'il attende 2 ans que le patron de sa maison de disques soit viré, qu'il y en a un autre qui arrive pour que l'album sorte. Voilà. Mais il y a eu plein d'exemples comme ça. Les Beatles, quand ils cherchaient un contrat de disque, ils avaient été refusés par tout le monde. Et il y a une phrase qui est restée. Ils avaient été dans un label qui s'appelle Decca. Et le boss avait dit « Oui, non, mais les groupes de guitare, plus personne n'en veut maintenant. » Ah bon, d'accord, bon, ok. Et voilà. Et c'est comme ça que souvent que les choses se passent. C'est pas la règle générale du tout, quoi. Mais souvent, c'est comme ça, quoi. Mais aujourd'hui, je reprends l'exemple d'Angèle ou de Stromae. Ils ont fait leur notoriété tout seuls avec leurs clips qu'ils faisaient eux-mêmes, etc.
Et moi, je suis allé voir un concert d'Angèle à Bruxelles, bien avant qu'elle fasse son premier disque qui marche. Dans la salle, il y avait 50% de gens de maison de disques. Parce que le buzz était déjà arrivé à l'oreille de tout le monde, et tout le monde voulait la signer. Et ça a été pareil pour Stromae. Tout le monde allait alors que Stromae, il avait fait alors on chante chez lui à la maison avec un petit matériel de rien du tout, quoi. Donc lui-même, il a vu arriver tous ces gens-là. Et puis, comme il est intelligent, naturellement, eh ben, il n'a pas signé avec le premier venu. Il a vu voir chacun les conditions financières, s'il s'entend bien avec les gens, etc. Ça a mis presque 9 mois avant qu'il signe Stromae. Parce que c'était lui qui prenait son temps. Ce qui est très rare, quoi. Non, voilà. Les artistes, ils sollicitent les maisons de disques pour être signés. Là, c'est les maisons de disques qui courent après, et ça arrive encore à peu près tous les jours, ça. Voilà. Là, il y a une chanteuse qui vient de sortir, qui fait la couve de Télérama, d'ailleurs, qui s'appelle Zao de Zagazan. Voilà. Zao de Zagazan, eh ben, elle avait sorti 2-3 sons comme ça, tout le monde voulait la signer. Mais elle n'avait pas de notoriété du tout, alors, elle. C'est juste que tout le monde disait « Oh, puis elle a du talent, elle a du talent, elle a du talent ». Bon, alors, il y a ça aussi dans les maisons de disques, c'est s'il y a 3 qui veulent le signer, eh ben, il y a 10 qui veulent le signer. Parce que je dis « Ah oui, s'il le veut, non mais moi je préfère que ce soit chez moi ». Et donc là, c'est l'échec, quoi. C'est plus les gens qui parlent, c'est l'argent qui parle, quoi. Voilà. J'ai une question. La question est, est-ce que vous avez encore des choses à raconter aujourd'hui? Enfin, que vous voulez raconter aujourd'hui? Raconter quoi? J'ai rien compris. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez raconter, vous, aujourd'hui? En tant que... Moi, je suis pas un créateur. Ouais, mais... Moi, je suis un intermédiaire. Je veux dire, avec ce que vous faites. Avec ce que vous faites. Ouais, faudrait que je développe la question. Dans la façon de travailler? Ouais, dans la façon de travailler. Oui, dans la façon de travailler, moi, ce qui me tient toujours à cœur, et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui, c'est de travailler avec les artistes. Et pas pour me mêler de ce qu'ils font, de leur création, mais pour être à leur disposition pour financer des enregistrements s'ils n'ont pas un rond et qu'ils vivent dans un petit village à l'autre bout de la France et qu'ils connaissent personne, etc. Ils n'ont pas de manager. Et ben, si moi j'arrive parce que quelqu'un me parle de quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc., à les écouter. C'est mon cas actuellement avec... je travaille avec un artiste qui vit à Toulouse, qui connaissait absolument personne, et une artiste qui vit à Besançon, qui connaît personne aussi. Eh ben, mon travail, c'est de les aider à financer des enregistrements pour qu'ils ressemblent à ceux qui veulent entendre ce qu'ils avaient en tête, leur rêve, et ce que moi, j'ai voulu entendre quand j'ai... Donc, c'est des discussions aussi, mais c'est pas des combats, c'est des discussions. Et puis, à financer ces choses-là, à faire un petit clip, mais non pas un rond, bon, ben, c'est moi qui vais le payer, pour essayer de faire monter leur notoriété, et voilà, me substituer à faire... parce que c'est des chanteurs... C'est pas des rappeurs, donc ils peuvent pas faire tout ça tout seuls. Il faut qu'ils aient un studio d'enregistrement, il faut qu'ils prennent des musiciens, et il faut mixer les sons. Donc là, ils ont besoin de quelqu'un, et donc moi, j'estime que c'est mon devoir, d'autre mon travail, mais mon travail aussi. Voilà. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que vous croyez au pic de créativité? Au quoi, pardon? Au pic de créativité. Quand je dis pic, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un moment où un artiste arrive à un pic, et qu'après, c'est le déclin. Et genre qu'en gros, dans ce pic, c'est vraiment le... C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui arrivent à se réinventer, et d'autres qui ont un style, et puis au bout d'un moment, ils se répètent. Donc ça s'appelle le talent. Il y a des artistes géniaux. On parlait de James Brown tout à l'heure. James, je peux l'appeler comme ça, il savait faire I Feel Good, qui était basé sur un riff de cuivre, et il savait faire It's a Man's World, qui était une mélodie absolument inouïe.
Écrit par les femmes, voilà. Ouais. Michael Jackson, il se réinventait à chaque fois. Mais il y a des artistes, ils font toujours un peu la même chose parce qu'ils savent faire que ça. Et puis à un moment donné, oui, il y a un pic, en effet. Parce qu'on a l'impression que la chanson qu'ils ont fait, ils l'ont déjà fait la même il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans, quoi. Et ça tourne en rond et ça marche moins bien, forcément. D'autant plus que en permanence, il y a des nouveaux talents qui arrivent. Et les gens, ils ont toujours le choix entre celui-là et celui-ci. Donc, effectivement, les gens, ils vont vers ce qui leur plaît. Et ce qui leur plaît souvent, c'est la nouveauté, quoi. Et d'ailleurs, c'est une nouveauté qui dépasse juste la chanson. Il faut savoir inventer son style, ce qu'on a à dire. Et aujourd'hui, c'est un truc très complet. Oui, bien sûr, c'est l'écriture. Si on reparle de Stromae, il écrit incroyablement bien. C'est-à-dire les textes qu'il écrit ne ressemblent à personne. Personne n'écrit comme lui, quoi. Et il a ça en lui. Donc, il n'a pas appris à l'école, quoi. Ça s'appelle le talent, quoi. Ça existe dans toutes les disciplines artistiques, que ce soit la peinture ou il y a des gens qui arrivent avec leur art. Il est là. Il n'est pas là-bas et il s'approprie. Il est là-bas et là. Et eux, ça passe par eux, et eux, ils interprètent ce qu'ils ressentent, et c'est des trucs uniques, quoi. Mais ces artistes, ils sont rares, hein, c'est vrai, mais il y en a, heureusement, bien sûr. Ouais, je suis d'accord, j'ai pensé à plein d'artistes quand vous avez parlé de ça. Par exemple, Picasso. Pardon. C'est un bon exemple, hein, Picasso. Oui, Picasso. Oui, Picasso. Picasso, c'est un très bon exemple. Picasso s'est réinventé tout le temps. Au départ, il a commencé à regarder ce que faisaient les autres. Et il faisait une peinture assez classique, parce que son père était prof de peinture, de dessin. Et donc, il reproduisait, donc il maîtrisait parfaitement la technique, etc. Et puis, ensuite, ce qu'il avait en lui, c'était de réinventer la peinture. Donc, quand il a commencé à faire du cubisme, ça venait de nulle part. Lui, si on lui demandait, il aurait dit oui, je me suis inspiré un petit peu, j'ai beaucoup regardé... comment africain. Oui, l'art africain, mais aussi, comment il s'appelle, pardon, le fou, là, qui faisait de l'impressionnisme. Le fou Van Gogh? Non. Non. Pourquoi fou? Parce qu'il était spécial. Qui habite dans le sud de la France. Qui avait apparemment Hein? Cézanne. Voilà. Et Picasso, il était fou de Cézanne, parce que Cézanne, il peignait comme personne. Et d'ailleurs, il avait une personnalité, personne ne le supportait non plus. Et il dit, en fait, c'était en gros, Cézanne disait, je vous emmerde, moi c'est ça, vous voulez pas, c'est pas grave, je retourne à la maison. Il n'avait pas de besoin de notoriété. Picasso, c'était différent. Picasso, il voulait être connu, et voilà, toute sa vie l'a prouvé. Il avait une vie assez désordonnée sur le plan amoureux déjà, et puis, mais il s'est réinventé tout le temps sur le plan artistique, et c'est le seul artiste peut-être qui a peint jusqu'à ses derniers jours. Il est mort, il avait 96 ans, je sais pas quel âge il avait. Mais enfin, c'était colossal. Enfin, il est né en 81, il est mort en 76. Combien? Je sais plus, c'est 96 ans, à peu près 95 ans. Jusqu'à la dernière minute, il peignait, et c'était plus pour vendre des tableaux. C'était pour que ça sorte de lui. Et il travaillait la plupart du temps la nuit. Enfin, c'était quand même un artiste absolument unique, hein, Picasso. Mais c'est vrai que les artistes en général, les grands artistes, ils ont ce truc de créativité qui font que leur vie, c'est de s'exprimer. Voilà, comme des écrivains. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. On parle de créativité et d'artistique, tout ça. Est-ce que faire appel à un compositeur, c'est un manque de créativité? Faire appel à un compositeur? Un compositeur. Non, on peut être un très très grand chanteur et ne pas être un musicien, ne pas être un compositeur. Johnny Hallyday. Frank Sinatra.
Elvis Presley. Il y en a... même aujourd'hui encore, il y a des artistes qui ne travaillent pas tout seuls. Par exemple, Lana Del Rey, elle ne fait pas ses morceaux tout seul. Elle s'adjoint d'autres compositeurs. Parce que elle va chercher les talents où ils se trouvent, parce qu'elle-même, elle est fascinée par le talent de Max Martin, par exemple, et c'est pas... évidemment, c'est moins agréable pour eux que quelqu'un qui est totalement autonome et qui écrit... mais tout est possible. Même Michael Jackson, il n'écrivait pas les morceaux tout seul, des fois. Et Michael, c'est fou, quoi. Il a commencé, c'était... ou bien même Stevie Wonder. Ça a commencé, il était Little Stevie Wonder, et puis il s'est réinventé en permanence contre sa maison de disques, des fois, parce qu'il voulait qu'il refasse toujours la même chose, et que lui, il vivait dans une société où les chanteurs noirs, ils commençaient à dire des choses sur leur vie, leur société, leurs conditions, ce qu'ils ressentaient, etc. Et Stevie, c'était un des premiers à dire ces choses-là. Et sa maison de disques avait beau lui dire « Oui, non, mais ça va pas passer à la radio », il disait « Fuck you ». Moi, c'est ce que je veux dire, donc je vais le dire. Si ça marche pas, c'est pas votre problème. Alors eux, c'était leur problème, bien sûr, parce qu'ils vendaient des disques. Mais des artistes, grands artistes comme ça, qui n'écoutent que parce que la musique pour eux, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas un objet qu'on va vendre. C'est leur respiration. Donc il faut qu'ils le fassent comme ça. Et j'avais une autre question. Vous avez travaillé avec Jean-Jacques Goldman. Comment un homme dans sa peau d'homme... Comment quoi, pardon ? Un homme dans sa peau d'homme. Oui. C'est un homme. Comment il fait pour exemple, pour écrire des chansons pour Céline Dion, et quand on écoute la chanson, on se dit, c'est elle, c'est... Eh ben, alors, Jean-Jacques, moi j'ai pas travaillé avec lui au moment où j'étais en Angleterre, au moment où il a fait l'album de Céline Dion. Mais il adorait la voix de Céline Dion, il avait été épaté par cette chanteuse, qui chantait de façon incroyable, et donc il a voulu lui faire des chansons. Mais elle, c'est aussi une artiste aussi, même si elle n'écrit pas ses chansons. Donc, quand ça passe par elle, elle s'approprie les chansons. Donc on n'a plus l'impression effectivement que ce soit Goldman ou machin qui écrit les chansons. Et c'est tant mieux, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas juste l'instrument vocal du créateur. Elle a sa propre créativité, quoi. Et je suppose que les chansons telles que Jean-Jacques a lui chanté et la façon dont elle les chantait ensuite quand elle les enregistrait, ça ne devait pas être la même. Ça devait pas être les mêmes chansons. Ça devait être très différent, quoi. Mais lui, effectivement, c'était ce qu'il voulait. Ce qui lui plaisait, c'était Céline Dion. Donc, qu'elle s'approprie et qu'elle transforme en passant par son être intérieur à elle, quoi. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, c'est... maintenant, les maisons de disques ou les labels, ils se basent plus sur ce que la personne, en fait, le rappeur ou le musicien, le chanteur, tout ça va le rapporter. Donc, vous signez les artistes, vous vous basez plus sur la notoriété, du coup. Aujourd'hui, je veux dire, il y a un jour un directeur artistique de disque, il n'y a pas si longtemps, qui m'a dit une chose très intelligente, et ce qui est vrai. Il m'a dit, nous, on n'est plus des directeurs artistiques, on est des traders. C'est-à-dire que c'est comme s'ils travaillaient à la bourse. C'est-à-dire qu'ils achètent une action quand elle est à 10, en se disant, aujourd'hui, elle achète à 10, parce que demain, elle sera à 20. Et avant que ça retombe, on va le revendre, mais on arrête. Et malheureusement, c'est devenu ça. Alors, c'est au bénéfice des artistes, parce que les artistes, ils ont des très grosses garanties financières quand ils signent avec une maison de disques, etc. Mais être indépendant et être autonome, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Il suffit pas seulement de faire ce qu'on a envie de faire, mais il faut aussi comprendre l'ensemble du business
pour pouvoir faire les choses sans être manipulé par les uns et les autres, quoi. Un artiste, enfin, moi c'est toujours ce que j'ai pensé en tout cas, c'est une maison de disques, elle cite 10 artistes en se disant s'il y en a un qui marche, ça suffit. C'est comme ça que ça se passe ? C'est comme ça que ça se passe. Moi je pense qu'un artiste, il a une seule vie. Donc on ne peut pas jouer avec lui comme on joue à la roulette. Donc si on travaille avec un artiste, on se donne au maximum pour lui fournir ce dont il a besoin pour exprimer son art et se faire connaître si c'est ce qu'il a envie, ou en tout cas écrire les chansons qu'il a envie, à partir du moment, bien sûr, où il y a un public pour les écouter. Hein. J'ai pas de... Voilà. Mais... c'est très... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, quoi. Mais les artistes aujourd'hui sont beaucoup moins manipulés par les maisons de disques qu'ils étaient avant, quoi. Où on leur disait non, mais fais ça parce que c'est ça qui marche en ce moment. Ils sont beaucoup plus autonomes et c'est très bien comme ça, quoi. Mais sachant du coup que si vous vous basez sur la notoriété, avec tout ce qui se passe maintenant où on peut payer des vues, on peut payer ici, bah, comment vous pouvez... Alors ça, c'est le gros problème, ça c'est un cancer. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui sont soit eux-mêmes l'instrument de la triche, soit parce qu'ils ont un manager qui voit leur intérêt commun en disant... Donc, ils achètent par exemple des faux streams. Alors ça existe tous les jours, et ça je peux en parler moi, parce que j'ai travaillé pendant quelques années avec un type qui était au départ éditeur de musique, mais qui ne marchait pas. Donc il est devenu fournisseur de faux streams, c'était le plus grand fournisseur de faux streams en France. Il a fait fortune, il vit à Dubaï maintenant d'ailleurs. Et il était sollicité sans arrêt, parce qu'en effet, pour 3 000 €, on peut avoir 1 million de faux streams. Eh bien, il trouvait l'argent, parce qu'on peut avoir des aides en même temps par les institutions, etc. en France. Et ensuite, quand ils ont 2 millions de faux streams, personne ne sait s'ils sont vrais ou faux. Toutes les maisons de disques regardent, disent « Putain, lui, il faut le signer, là. Tu as vu que ça cartonne ?» Et il suffit qu'il y en ait 2 qui veulent le même, pour qu'il y ait un 3e qui veuille le même, et les enchères montent. Donc ça, c'est un côté très malsain, et qui existe. Donc aujourd'hui, la plupart des grandes majors, elles essayent de faire en sorte que les distributeurs digitaux, que les plateformes, parce que Spotify, par exemple, ils savent très très bien quand les streams ont été achetés. Parce qu'effectivement, c'est du jour au lendemain, tout d'un coup, il y a 1 million. La veille, il y avait 300 000, le lendemain, il y a 1 300 000. Bon, ben ça va, c'est clair. Hein. Mais quand c'est des majors, les Sony, les Universal, les Warner, tout ça, ça passe par eux, ils ne veulent pas toucher. Parce qu'ils ne veulent pas se fâcher avec eux. Et parce qu'en plus, Sony, Universal, etc., sont actionnaires de Spotify. Donc ça, c'est la pourriture, quoi. C'est vraiment malsain, quoi. Donc maintenant, il commence, et ça commence par le président d'Universal Monde, Lucian Grange, qui est en train de se battre parce que c'est le label le plus puissant au monde, et donc il a les cartes en main avec ces plateformes pour leur dire d'arrêter d'accepter les trucs. Et puis, il y a deux styles de physionomie de la personne qui consomme de la musique. Il y a celui qui achète sur les plateformes un abonnement pour écouter ce qu'il aime, et là celui qui n'achète pas, qui n'a pas d'abonnement. Et c'est comme ça qu'on peut faire. On n'a pas besoin de faire un abonnement pour avoir 1 million de faux streams ou de faux streams. Donc c'est vrai qu'un artiste, moi je suis abonné, j'écoute un artiste que j'aime 10 fois. À côté, il y a 1 million de faux streams. Bah, celui qui a fait 1 million de faux streams, il va toucher 100 000 fois plus que moi. Alors que moi, j'ai payé pour écouter ce que j'entends, ce que je veux entendre. Tandis que les autres ils ont payé pour faire monter la sauce, c'est tout, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un côté aujourd'hui très, très, très malsain. C'est de la pourriture, quoi. Il faut espérer que ça s'arrange.
C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant, mais c'est dans le monde entier que ça existe. De toute façon, on le voit dans les concerts quand même derrière. Il y a quoi, pardon? On avait l'impression que c'était le du moment et quand on va au concert, la personne, les gens se déplacent pas pour le voir en concert et les fans, Ah, il peut y avoir ça, bien sûr aussi. Ouais. Parce que même si ça marche comme ça dure qu'un temps, on se rencontre quand même rapidement après le départ, parce que tout le monde a perdu leur temps, mais on se rencontre quand même. Voilà, mais ça existe quand même. C'est-à-dire, aujourd'hui, chaque semaine, il y a un classement en France qui sort, le top album. Le top album, chaque semaine, moi, je découvre un nom dans les 3 premiers dont je n'ai jamais entendu parler. La plupart du temps, c'est bidon. Alors, la première semaine, il est numéro 3, et la semaine suivante, il est numéro 27. Bon, c'est ce que vous dites. Voilà. Ouais. Mais il s'est dit, bon, je suis numéro 3, je vais faire venir du monde comme ça. Non, mais ça n'existe pas, ça. Les gens, ça leur plaît ou ça leur plaît pas, quoi. C'est pas des clients monoprix, quoi, voilà. Pardon ? On peut dépister si on le souhaite. Je dis, aujourd'hui, les gros distributeurs digitaux, ils veulent pas. Le seul qui le fait, c'est Amazon. Non, c'est bien. Vas-y. Sure. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous, on va dire, vous dénichiez des talents, on va dire un peu partout en France. C'est quoi, on va dire, le facteur qui vous dit que lui, je vais le produire, comme vous avez dit, s'il n'a pas de sous, je vais faire son clip et... Moi, j'ai un seul facteur, ça me plaît. Voilà, c'est tout. Parce que c'est un long chemin qu'on va faire ensemble. Donc, on n'épouse pas quelqu'un qui ne vous plaît pas parce qu'elle a de l'argent, simplement. Donc, c'est exactement la même histoire, quoi. Moi, je signe les gens parce qu'ils ils ont du talent et que ça me touche ce qu'ils chantent, ou la façon dont ils chantent, ou leur personnalité. Enfin, il y a quelque chose de fort, quoi, qui nous relie. Et c'est ça qui fait qu'on insiste, etc. Mais il y a beaucoup d'artistes qui préfèrent ne pas signer avec des producteurs indépendants comme moi et signer avec des majors parce qu'ils vont prendre beaucoup plus de fric à la signature et ce qui est pris est plus à prendre, quoi. Voilà. Et dans cette salle, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont des artistes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, on va dire, pour vous convaincre, imaginons, de nous signer? Pardon? Pourquoi? Pour te convaincre, qu'est-ce qu'il faut? Me convaincre, me faire écouter moi, j'écoute tout ce qu'on m'envoie, voilà. Tout ce qu'on m'envoie, je l'écoute. Je n'ai jamais passé autre chose. Donc, si j'aime, j'aime, voilà. Oui, m'envoyez, pas de problème. Oui, bien sûr. Simplement, juste un truc, c'est si vous devez m'envoyer de la musique, ne m'envoyez pas 20 titres en même temps, quoi. Parce que ça, on devient fou, quoi. On ne peut pas écouter 20 chansons de suite qu'on ne connaît pas. Donc, 4, 5, 6 max. Voilà. Ouais. Pardon? Non, j'ai dit, si signer avec vous, c'est fini la cité, là, ils vont chanter. Non, mais moi, je ne peux pas prendre toute la cité, hein, c'est pas possible. J'en prends 2 ou 3 max. Moi, j'ai une question. Je suis pas dans le milieu de la musique, donc j'ai plus ou moins compris. Donc, j'ai compris que n'importe qui, chez lui, pouvait concevoir un tube, un truc, etc. Donc, revenir sur non, je vais pas rapper. Donc, revenir sur la notion d'artiste. Donc, on est artiste à partir de quand? J'ai vendu 3 millions d'albums, je suis artiste. Non. On est artiste. On est artiste dans ses gènes. Voilà. Ça s'appelle la créativité. L'artiste, c'est quelqu'un qui a ça en lui. Ça s'apprend pas. Enfin, on peut apprendre les règles, mais on n'apprend pas la créativité. Ça vient de l'être. C'est comme les gens qui, comme Edison qui a découvert l'électricité, quoi. Non, parce que t'as beaucoup, sur toute la période où t'as pris la parole, t'as beaucoup employé le mot artiste. Donc, du coup, je voulais. Oui, bien sûr. Oui. Tu fais combien d'albums? L'artiste, j'aurais pu dire le créateur.
Voilà, c'est prêt. Ok. Ça peut être le marketing, c'est encore autre chose. Ah ouais, pardon? Il y a le marketing qui fait. Oui, mais le marketing, ça n'a qu'un temps, quoi. Ouais, oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui, entre guillemets, n'existent pas, surtout en Asie. Ah oui, bien sûr, oui. Donc, il y a aussi des choses qui reposent... Ah, il y a des choses qui sont totalement fabriquées, ça c'est sûr, hein, mais ça a toujours existé. Les boys bands dans les années 80, comme ça, aujourd'hui, que ce soit BTS ou les groupes coréens, etc., eh ben, ouais, ou bien même les artistes dont la notoriété, surtout, je fais The Voice, je chante les chansons des autres, eh ben, je vais avoir ma minute de gloire, quoi. Donc ensuite, j'ai enregistré mon propre enregistrement avec mes propres chansons. Soit les chansons sont bonnes et moi j'ai de la personnalité et ça peut marcher et ça peut même continuer. Soit c'est des bidons, quoi. Oui, il suffit pas. Un chanteur, c'est pas seulement un type qui chante très bien. C'est un type qui transmet des émotions. Si c'était seulement un type qui chante très bien, il n'y aurait pas eu Bob Dylan. Enfin, qui sait très bien chanter d'ailleurs. Mais c'est surtout ça, quoi. C'est combien de chanteurs ne sont pas forcément des grandes voix avec qui peuvent arriver très très haut ou descendre très bas mais qui ont l'émotion en eux de qui ils sont. Vas-y, prends le micro. Moi, j'ai une question. Ouais, moi, j'ai une question. C'est... moi, demain, par exemple, j'ai envie de sortir un morceau. J'ai envie qu'il soit relayé par des médias, moyens, petits, peu importe. Comment je m'adresse à eux? Est-ce que j'envoie un mail? Si je fais un mail, je mets quoi dedans? Est-ce que c'est du bouche à oreille, donc je dois avoir un contact directement pour qu'ils puissent... Le mieux, c'est le bouche à oreille. Parce que tu peux leur envoyer, mais les types, ils reçoivent 50 000 trucs par jour et ils vont pas écouter. Et de toute façon, les médias, ils seront là pour relayer les choses. Donc c'est quand il se passe quelque chose, qu'il commence à y avoir aujourd'hui un buzz, un truc comme ça, qu'ils diffusent. On parlait tout à l'heure, Sophie, de Laurent Boudot, qui est venu ici et qui dirige la programmation de Skyrock depuis très longtemps. Laurent, il a l'honnêteté de dire, moi, comment je fais ma programmation? Je passe ce qui marche. Parce que, voilà, il ne veut pas prendre de risques parce que lui, il a la responsabilité de l'audience de la radio. Et parce que l'audience de la radio sont les rentrées financières, c'est la pub. Donc, il peut prendre un risque de temps en temps. Mais il a une responsabilité, c'est que la radio, elle soit écoutée et donc qu'il y ait des trucs qui marchent, qui marchent avant même qu'il commence à les passer. C'est-à-dire qu'il y a un buzz déjà, quelque chose comme ça, quoi. Après, j'en ai encore. La musique, quand elle sort, à part la SACEM, il y a quoi comme autre moyen pour la protéger? Ah bah, pour la protéger, pour protéger les morceaux, c'est la SACEM. Ensuite, on ne peut pas protéger les productions. Ça, il n'y a pas de procès, vous avez copié un arrangement. Ça, non. Mais par contre, ça va vous dire un truc, c'est que il y a d'une part la SACEM qui rémunère les auteurs et les compositeurs, les créateurs de chansons, mais on s'est aperçu dans les années 80, il y avait pas mal d'interprètes qui disaient oui, mais moi, quand ma chanson elle passe à la radio, je suis le seul à toucher zéro. Est-ce que c'est normal? Alors c'est moi qui la chante, c'est moi qui étais dans le studio, etc. Donc, il y a des droits qui existent maintenant qui s'appellent les droits voisins, qui rémunèrent, selon la diffusion, les artistes et les producteurs. Les interprètes, je veux dire, et les producteurs. Et aussi les musiciens. Les auteurs-compositeurs. Les auteurs-compositeurs aussi, naturellement. Mais aussi les musiciens. Un musicien qui joue sur un disque aujourd'hui, ça passe à la radio, ça se vend, etc. Il y a une société qui s'appelle la Spedidam, qui est là pour récupérer les sommes qui ont été générées et qui doivent revenir aux musiciens parce qu'ils ont amené leur créativité. Donc il y a une société pour les musiciens, il y a une société pour les artistes interprètes,
et 2 sociétés pour les producteurs qui récupèrent et qui redistribuent ensuite. Et c'est beaucoup plus équilibré parce qu'avant, c'est vrai, à un moment donné, un interprète, il se dit moi, je passe 20 fois à la radio, je touche 0, est-ce que c'est normal, quoi? Il n'y a que les auteurs-compositeurs qui touchent, c'est quand même moi qui chante la chanson, c'est quand même moi qui la porte, quoi. Voilà. Et pour faire ça, il faut s'inscrire. Oui, c'est tout, c'est très facile. Donc pour les interprètes, pour les musiciens, c'est la Spedidam, pour les interprètes, c'est l'ADAMI, ça s'appelle, A-D-A-M-I, voilà, c'est ça. Et pour les producteurs, c'est 2 sociétés, une qui s'appelle la SCPP, société de, je sais pas quoi. Des producteurs phonographiques. Voilà, et l'autre, c'est la SPPF, je ne sais plus du tout ce que ça veut dire, mais c'est les indépendants, en gros. Voilà. Il y a un, c'est les majors, et l'autre, c'est les indépendants. On peut diviser ça comme ça. Oui, bien sûr. Et tout à l'heure, quand ça parlait d'achat des streams, vous avez dit on peut se faire financer ou etc. Il y a 1, 2, 3, il existe quoi comme subvention du coup pour financer des projets musicaux? Alors il y a pour les auteurs-compositeurs, pour les créateurs, il y a et les éditeurs aussi, il y a la SACEM. La SACEM, si vous remplissez un dossier, si vous êtes à la SACEM déjà depuis un petit moment, c'est pas du jour au lendemain, mais vous remplissez un dossier, il y a l'aide à la création, et l'aide à la création, ils peuvent aider à la production, ils peuvent aider éventuellement, je ne sais pas s'ils aident pour les clips, mais enfin, ils aident en tout cas. Les sociétés dont je viens de parler, la DAMI par exemple, un producteur indépendant, un auteur, compositeur, interprète indépendant, eh ben, il peut être aidé par la DAMI qui va lui donner de l'argent pour faire connaître son travail. Pour payer, par exemple, des musiciens sur scène, des choses comme ça. Ils sont assez généreux, la DAMI d'ailleurs. Il y a maintenant, depuis toujours en France, il y avait ce qu'on appelle le CNC. C'est le Centre national du cinéma. Ils aidaient les productions de cinéma. Maintenant, depuis peu de temps, l'État a accepté de faire ce qu'on appelle le CNM, Centre national de la musique. Et eux aussi, ils aident les producteurs et les éditeurs, pas les interprètes, mais ceux qui investissent dans la musique, en gros. Voilà, ils aident financièrement. Et c'est des aides qui sont importantes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un producteur qui se débrouille bien, il arrive à récupérer uniquement par les aides 80% de ses investissements, avant même que ça sorte, quoi. Oui. Et puis il y a autre chose aussi que j'ai oublié de dire. Il y a un truc qui a été inventé par un label aussi d'ailleurs il y a quelques années, qui s'appelle le crédit d'impôt. C'est-à-dire vous êtes producteur ou éditeur, à la fin de l'année, vous avez gagné de l'argent, vous avez gagné 100 par exemple, et bien vous ne payez pas d'impôt sur 100, vous payez de l'impôt sur 60, parce que 40% c'est du crédit d'impôt. Si vous perdez de l'argent, ils vous redonnent 40% de ce que vous avez perdu. Ils vous font un chèque. Le crédit d'impôt, c'est ça. Et ça existait avant juste pour les producteurs et ça existe maintenant pour les éditeurs aussi. C'est tout récent pour les éditeurs. Mais donc il y a beaucoup d'aides en France. Bon, c'est le principe même de la France. c'est aider. Pardon ? L'aide à la création. Oui, l'aide à la création, c'est très bien, bien sûr. Oui. Et c'est ouvert à tout le monde. Alors, ce qui est un peu casse-pied, bien sûr, c'est remplir les dossiers, parce que ça, c'est toujours très, très administratif, etc. Mais, bon, la SACEM, par exemple, il y a toujours des gens qui peuvent vous répondre au téléphone, vous aider, etc. En général, ils sont vraiment à la disposition, quoi. Et s'ils ne répondent pas au téléphone, ben vous leur écrivez, et puis 1 fois, 2 fois, 3 fois, à la fin, ils vous répondent, quoi. Mais c'est très bien organisé pour ça, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, pour être producteur, il ne faut pas forcément avoir des moyens. Il faut avoir surtout de la volonté et connaître ces circuits-là. Ça, c'est pas évident. Il faut avoir des idées, là. Oui, hein. Oui. Et c'est pour ça que le job des managers aujourd'hui, c'est beaucoup ça aussi, quoi. Aider les artistes à trouver le financement et à travers ça aussi, vous voyez, la notoriété, quoi, de fabriquer une notoriété. Parce qu'avec ces aides aussi, ils peuvent faire de la scène, ils peuvent faire des choses comme ça, quoi, qui vont les faire connaître, quoi.
Et pour être considéré comme producteur, faut un statut particulier, faut une asso, faut une entreprise. Non, une asso, ça suffit. auto-entrepreneur. Pour l'ADAMI, en tout cas, ça suffit, l'association. Pour l'ADAMI, il suffit d'être producteur, interprète, c'est bon. Avec une association, ça suffit. Pas besoin d'avoir une société, quoi. Voilà. Sinon, pour l'ASSACEM, oui, l'ASSACEM, il prête que si vous avez généré déjà, je crois que c'est 5 000 euros par an. Voilà. Et les sociétés de droit voisin, comme la SCPP, la SPP, dont on parlait, etc., pareil. Il faut que vous ayez généré des sommes pour qu'ils vous en prêtent ensuite. Voilà. Mais ils peuvent vous prêter plus que ce que vous avez généré. Hein. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils ne veulent pas se trouver dans la situation où ils vont devoir donner de l'argent au fils de la coiffeuse qui veut produire sa petite sœur, quoi. Parce que pour son anniversaire. Non, ils veulent faire ça avec des gens qui sont vraiment impliqués et qui sont des professionnels ou qui veulent le devenir. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est limité. Ils veulent être sûrs que les gens à qui ils vont donner de l'argent, c'est des vrais professionnels, quoi. Voilà. Eh bien, je crois que alors, la dernière des dernières. Donc du coup, moi, ma question, c'était, l'ASSACEM, il se base plus sur quoi par rapport à les sons diffusés en radio, les concerts qu'on a fait, quoi environ, il se base plus sur quoi? Qui se base sur quoi? L'ASSACEM, voilà. Ah, l'ASSACEM, oui. Alors, l'ASSACEM, c'est pas qu'il se base, c'est qu'il contrôle toute la diffusion de la musique, que ce soit par la radio, la télévision, la musique qui passe dans les magasins, les concerts. Toute diffusion, normalement, doit être contrôlée par l'ASSACEM. Et pour ça, l'ASSACEM, ils ont des accords, bien sûr. Par exemple, pour les boîtes de nuit, il ne faut pas avoir des accords avec toutes les boîtes de nuit. Donc pour les boîtes, ils ont sélectionné normalement je vois 40 ou 50 boîtes, et ces boîtes-là leur envoient leur playlist, et eux, ils prennent compte de ça. Mais ils peuvent aussi, comme ils ont des représentants de toute la France, la SACEM, envoyer un représentant dans une boîte pour voir si la liste qu'il envoie n'est pas bidon, quoi. Si ça correspond bien à ce qui est passé. Comme il y a des représentants de la SACEM qui vont chez les coiffeurs et qui leur disent, mais bon, d'accord, vous passez de la musique là, mais est-ce que vous payez la SACEM? Et ils sont très mal reçus d'ailleurs, mais voilà, parce que le travail de la SACEM, c'est de générer des sommes qui doivent aller aux créateurs, quoi. La SACEM est une société, c'est une des meilleures sociétés au monde. Hein. J'ai entendu, c'est sur 3 ans, c'est vrai ça? Comment? La SACEM, c'est après 3 ans, ils renouvellent, on va dire. J'ai pas compris la question. Après 3 ans, ce que tu as généré pendant 3 ans, ça s'annule. Ah, non, tu veux dire que si ça n'a pas été réparti, ça s'annule? Oui. Donc au bout de 3 ans. Oui, ça dépend. Alors ça s'est amélioré d'ailleurs, parce qu'au début, avec le stream par exemple, c'était d'abord 3 mois. Après, ça a été 6 mois. Maintenant, c'est beaucoup plus long. Et j'avais une dernière question. Donc du coup, est-ce que pour les jeunes artistes, du coup, est-ce qu'on peut commencer en signant avec une petite part, une fois qu'on a eu une fame, on va dire, on se focalise sur nous. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes que j'ai entendus, ils ont fait ça. Au début, ils signent pour une petite part, et une fois que ils ont une fame, un peu tout ça, et ils se focalisent que sur eux-mêmes. En mode, ils deviennent indé. C'est là, tu parles du revenu, là? Oui, par rapport au contrat, tu signes un premier. Oui, voilà. En général, un débutant, il a une royalty, par exemple, disons 8%, c'est les chiffres à peu près, hein. Il fait un énorme succès. L'intérêt de la maison de disques, c'est que le contrat il va terminer, par exemple, dans 2 albums, c'est de renouveler tout de suite. Donc, il va passer de 8 à 15%. Parce que c'est l'intérêt de la maison de disques. Parce que sinon, effectivement, s'il le laisse comme ça, la première chose qu'il va faire, une fois que son contrat s'est terminé, il va au revoir, il va aller ailleurs, quoi. Donc, il faut que ce soit équilibré, quoi.
c'est pas que la maison de disques qui doit gagner de l'argent quand ça marche, quoi. C'est aussi les créateurs, les interprètes, voilà. Et pareil pour les producteurs qui travaillent avec des maisons de disques, ils ont pris des fois tout en charge eux-mêmes, ils ont payé le développement d'un artiste pendant des années. Quand ça marche, ils sont en droit de dire oui, d'accord, vous êtes bien gentil, mais vous me donnez 20% de royalty. Moi, j'ai beaucoup de frais, et en général, ils veulent pas aller se fâcher avec ces producteurs ou avec les artistes, et puis ils donnent davantage. Ça y est, il faut y aller. Bon. Merci. Merci.